Salam alaikum, bonjour chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va essayer de poursuivre notre parcours. Donc tout d'abord, je me renomme. Donc je vais essayer de partager, si je peux, mon écran. Et donc, nous étions quelque part à la diapo 26. Voilà les étudiants ici. Donc, je dois un petit peu faire quelques rappels pour pouvoir enchaîner sur la suite. Nous avons dit que le système d'exploitation, c'est l'interface entre les applications des utilisateurs, les programmes des utilisateurs, parce que lorsqu'on lance une application, donc c'est un programme qu'on va essayer d'exécuter. Donc, un programme utilisateur se charge sur la mémoire et donc il va être exécuté sur la machine, sur le processeur. Donc, soit qu'il exécute des instructions ordinaires, dans ce cas, il utilise les registres, les accumulateurs de microprocesseurs pour faire les opérations arithmétiques et logiques ordinaires. S'il a besoin de quoi que ce soit, donc dans le premier cas, il s'exécute ce qu'on appelle en mode comme processeur utilisateur, il n'a pas le privilège d'accéder au matériel. S'il a besoin de quoi que ce soit pour écrire sur les périphériques d'entrée-sortie sur le matériel, elle doit passer par ce qu'on appelle le système d'exploitation. Donc, pour accéder via les appels système, via les interruptions logicielles, pour accéder au matériel. Et donc, voilà, on fait la distinction entre les processus utilisateurs et les processus système. Les processus système s'exécutent en mode privilégié dans lequel elles ont le privilège d'accéder au matériel. Donc, vous voyez qu'il y a ces deux modes, le mode utilisateur et le mode noyau. Et donc, on a dit aussi qu'on ne peut pas exécuter quelque chose qui est sur le disque dur. On doit le charger sur la mémoire. Donc, la mémoire, la RAM, c'est là où il y a où il s'effectue l'exécution. L'exécution se fait sur le processeur, mais il faut que le processus ou bien le programme en exécution soit chargé en RAM. Le système aussi, il offre, on va voir ça dans la gestion de la mémoire, il offre ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. C'est comme si une infinité de mémoire parce qu'il va utiliser une partie du disque, la partie du disque, la mémoire d'échange, pour dire au processus, vous avez une infinité. En réalité, c'est fini. Mais pour dire qu'il y a beaucoup de mémoire, donc les processus utilisent cette notion, donc le système utilise cette notion de mémoire virtuelle. Donc, nous avons aussi dit donc, le système, il gère aussi les fichiers parce que c'est un principe sur lequel il est basé. Donc, en plus des appels système, en plus des processus sur les fichiers. Donc, elle peut sauvegarder l'information, par exemple, les résultats d'un programme. Les résultats d'un programme, elles sont donc sur la RAM, mais on peut les transférer. Donc, on peut le transférer vers un fichier et les sauvegarder d'une façon permanente parce qu'on a dit que ce que contenait la mémoire, elle est volatile. La mémoire centrale. Le BIOS, donc, il est toujours sur la RAM, c'est une mémoire à lecteur seul pour vérifier les organes vitaux du système lorsque le système n'est pas encore chargé. Lorsque le système il est chargé, soit à partir de la disque dur, soit à partir d'un serveur, il est chargé lui aussi
dans la mémoire et il attend les appels système, il attend les requêtes des applications pour faire du travail pour eux. Donc, il gère le processeur, il gère la mémoire, il gère l'accès au périphérique, l'accès au périphérique d'entrée-sortie. Donc, c'est ça, c'est un petit peu donc, ce que fait le système d'exploitation. Et donc, elle offre deux principales fonctionnalités, deux rôles, il joue deux rôles principaux, à savoir celui de la machine virtuelle ou bien c'est ce qu'on appelle la présentation. Elle cache la complexité du matériel pour les utilisateurs, pour le programmeur. Imaginez au début, lorsqu'un programmeur doit savoir les adresses de chaque variable, les adresses des blocs. Ah, ça doit être très embêtant. Mais maintenant, lorsqu'il cache cette complexité, elle donne à l'utilisateur une machine virtuelle simple d'utilisation que la machine réelle. Il gère les ressources. On m'a dit qu'il gère le processeur, il gère la mémoire, il gère les fichiers, les périphériques. Donc, c'est un gestionnaire de ressources, deux principales fonctionnalités. Et donc, il doit savoir qui utilise quoi. Est-ce qu'un programme qui demande d'accéder à une ressource, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Lorsqu'il a terminé d'utiliser cette ressource, il doit récupérer cette ressource parce que il y a la concurrence d'accéder à ces ressources. Donc, la concurrence d'accéder au processeur, la concurrence d'accéder au matériel, parce que même si la mémoire, même si la RAM, elle est grande, donc les processus où eux aussi, ils ont besoin de la mémoire, puisqu'il s'agit bien sûr des applications qui utilisent les interfaces graphiques, donc ils ont besoin de beaucoup de mémoire. Et donc, on ne peut pas répondre à toutes les requêtes généralement de la mémoire et quelques programmes vont être sur le disque jusqu'à ce que leur tour est arrivé. Donc, voilà. Nous avons aussi vu que il y a des évolutions donc de le temps, l'invention de transistors, l'invention des circuits intégrés avec les technologies LSI, large scale intégration, and VLSI, qui ont un petit peu amélioré les performances des ordinateurs et donc des systèmes d'exploitation. Et à partir les mini-frames, donc au début, nous avons des mini-frames, des ordinateurs très costauds à l'échelle des meubles. Maintenant, on a des micro-ordinateurs, des PC portables, des Mac, etc. Ou bien même nos téléphones, ce sont des ordinateurs avec un système d'exploitation. Elle gère la RAM, elle gère le réseau, elle gère le disque, elle gère la mémoire de masse, etc. Donc, elles sont très sophistiquées. Donc, on va s'enchaîner sur la suite. Donc, on a dit que l'évolution, la première génération, deuxième génération, troisième génération, et maintenant, on a les systèmes, les clusters, donc, et les systèmes multicœurs, donc, avec bien sûr, et bien sûr, on pense même à un ordinateur quantique. Donc, maintenant, on va essayer de voir donc, j'espère que… Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va s'enchaîner sur la suite. Donc, les types de systèmes d'exploitation. Donc, ce qu'on peut dire que généralement, il n'existe pas de système d'exploitation efficace dans tous les contextes d'utilisation. Un même système d'exploitation ne peut pas travailler, ne peut pas être efficace parce que chaque tâche est spécifique. On définit donc des familles de systèmes d'exploitation donc suite à des contraintes qui pèsent sur eux. Donc le premier, c'est un système mono-utilisateur. Mono, ça veut dire qu'un seul utilisateur. Par exemple, le premier système d'exploitation de Microsoft DOS, c'est un système mono-utilisateur. Et donc, elle accepte un seul utilisateur qui a donc accès à toutes les ressources. Et bien sûr, au début, elle est monotâche.
un seul processus, un seul programme, puis il est devenu multitâche, etc. Donc, voilà, vous voyez que au début, donc, c'est les gens, elles, commencent à assembler des fonctions parce que les fonctions qui vont répondre, les fonctions, les fonctions du système d'exploitation, donc, qui vont essayer de répondre aux requêtes de l'utilisateur. Donc, comme son l'indique, ces systèmes d'exploitation, mon utilisateur n'accepte qu'un seul utilisateur à un moment donné. Donc, ils sont construits autour d'une machine virtuelle simple et facilitent l'utilisation des différentes périphériques. Elles peuvent être multitâches. Donc, elles peuvent être monotâches, un seul programme, ou multitâches par la suite. Puis, la deuxième type, donc le deuxième type, c'est le contrôle de processus. On les appelle aussi dans la littérature les systèmes dédiés. Elles sont dédiées à une tâche spécifique. Par exemple, le pilotage automatique d'un avion. Donc, le système, ça doit être un système robuste et efficace avec zéro défaut. Parce que, voilà, imaginez si le système, donc on fait appel au pilotage automatique de l'avion. Lorsque le pilote n'arrive pas à contrôler l'ange, on l'appelle aussi l'oiseau, parce qu'elle vole de le ciel. Donc, lorsque le pilote n'arrive pas à manipuler, à manager l'avion, donc on fait appel dans les cas extrêmes à ce pilotage. Le pilotage automatique, il essaye de sauver la situation parce que la vie des humains, elle est en péril. Il faut donc que le système fonctionne, donc essaye de sauver la situation. On trouve aussi les systèmes dédiés dans par exemple donc, dans le contrôle des usines chimiques ou des usines nucléaires, mais on va dire, on se souvient très bien de deux catastrophes. Trois catastrophes donc qu'a connu le monde. Le premier, c'est la catastrophe de Tchernobyl en URSS. Donc, lorsque la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 s'est explosée en donnant un champ de radiation des éléments radioactifs qui a dévasté la ville de Tchernobyl. Donc, il a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts écologiques, donc beaucoup de dégâts économiques, etc. Et donc, les radiations, elles ont atteint l'Europe. Et donc, pourquoi donc on a une usine, une centrale nucléaire, donc on a donc des éléments radioactifs, donc l'uranium, etc. Donc, il y a une explosion énorme. Et donc, voilà, donc dans ces systèmes, il faut que le système d'exploitation, et bien sûr l'ordinateur qui pilote, c'est ça, doit être très efficace et tolérer zéro. Donc, s'il y a quelque chose qui est d'anormal, il faut couper les vannes, il faut fermer les vannes, il faut fermer le fioul, etc. Mais malheureusement, donc voilà, la catastrophe Tchernobyl a eu lieu et elle a fait beaucoup de dégâts. On se souvient aussi de la catastrophe de AZF à Toulouse en 2001, lorsque l'usine chimique donc de l'ammoniac à Toulouse, il y avait une explosion énorme qui a fait des morts, des blessés, des dégâts. Et récemment, cette année, à Beyrouth, donc vous vous souvenez donc de l'explosion donc de l'ammoniac, mais à Beyrouth, donc ce n'est pas parce que c'est dans les entrepôts du port de Beyrouth. Ce n'est pas une usine, mais donc tout le monde va se souvenir aussi de cette catastrophe. Mais donc ce n'est pas un système qui contrôle ceci. Donc ces systèmes sont utilisés principalement au milieu industriel pour le contrôle des machines, outils et des dispositifs complexes critiques comme
les usines chimiques, les centrales nucléaires, le pilotage d'avions. Ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif du système est de permettre de réagir en temps garanti très bref. Dans un temps très bref, elle doit répondre à des événements issus du capteur. Les capteurs, par exemple, qui captent la chaleur. Donc, lorsque la chaleur dépasse un certain seuil, il faut fermer les ânes du fuel ou bien de l'alimentation par l'uranium. Lorsqu'il y a, donc, il y a par exemple un seuil, au-delà de ce seuil, il faut que le système réagisse. Donc, on a les capteurs. Donc, on peut dire que on a des capteurs. Donc, je peux partager, par exemple, un tableau blanc, partager. On a notre ordinateur ou bien notre système d'exploitation. Donc, qui va essayer les capteurs, donc les capteurs qui vont un petit peu donner des signaux lorsqu'il y a quelque chose, par exemple, un seuil ou bien un threshold, lorsque la température T arrive, est égale, supérieure. Donc, il faut que le système intervienne pour couper les vannes. Donc, les vannes, il faut couper l'alimentation. D'accord? Donc, voilà, le système, il doit réagir à des signaux. Donc, elle capte, elle reçoit des informations en temps réel. Elle doit réagir à le signal, à l'information ici du capteur. Donc, à des événements ici du capteur pour maintenir la stabilité du système industriel ou répondre à des alarmes. Chaque fois qu'il y a une alarme, il doit répondre. Donc, ces systèmes sont donc orientés au temps réel. On a parlé de temps réel et de temps différé. Donc, le temps réel, lorsqu'il y a la cadence, lorsqu'il y a la contrainte de temps, donc de traiter l'information. On n'a pas le temps, on doit réagir en temps réel. Donc, on sacrifie dans ce cas la généralité et la convivialité d'un système au profit de l'efficacité. On peut même dire qu'on ne veut pas une machine virtuelle, mais on veut une machine qui garantit l'efficacité. On doit tolérer, donc le système ne doit pas avoir de bug, ne doit pas tomber en panne. L'efficacité, parce que la vie des humains, elle est en danger. Donc, puis on a donc le troisième, c'est le serveur du fichier. Donc, le fichier, vous connaissez qu'est-ce qu'un fichier? C'est la façon avec laquelle on enregistre ou bien on sauvegarde l'information permanente. Un serveur, donc on a dit qu'un serveur, c'est une machine puissante qui va essayer, donc lorsqu'on parle du serveur, donc il y a la notion du client et du serveur. Le client demande, envoie des requêtes et serveur et le serveur doit répondre. Le client a besoin de données et donc le serveur doit envoyer les données. Elle doit être une machine à grande capacité de stockage, donc parce que les fichiers, donc il y aura beaucoup de fichiers, et bien sûr, et une capacité de répondre à la requête rapidement pour que donc imaginez que nous sommes un ensemble d'utilisateurs donc qui travaillent sur un projet. On a user 1, user 2 et jusqu'à user 1. Nous sommes un utilisateur qui travaille sur un projet. Donc, chaque utilisateur, donc, il peut avoir sa machine, sa bécane, la machine sur laquelle il travaille, jusqu'à la machine de l'utilisateur N. Donc, vous voyez que pour travailler avec un travail collaboratif, donc il faut mettre les données sur un serveur. Donc voilà, le serveur, donc c'est une machine un petit peu puissante et donc dans laquelle on peut chaque utilisateur, donc au lieu de mettre la donnée, donc sur le serveur, il y aura le système d'exploitation par exemple, il y aura les données, les fichiers, la data.
Data. Donc, puisque j'ai un petit peu parlé de data, je dois vous dire que il y a quatre niveaux lorsqu'on parle de l'information, les données. Les données brutes, on les appelle les data. Lorsqu'on extrait l'information à partir de données, on appelle ça de l'information. Il y a les données brutes, c'est la data. Puis on a le deuxième niveau. Donc on a le bas niveau, c'est data. Le premier, donc le premier niveau, c'est la data. Vous allez entendre l'information, c'est le deuxième niveau, c'est l'information. Puis on aura le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la connaissance ou bien knowledge en anglais, knowledge avec un K. Et le quatrième niveau, c'est la sagesse ou bien wisdom en anglais. Donc, il y a quatre niveaux. La data, l'information, knowledge and wisdom. Wisdom, donc la donnée, les informations, la connaissance et la sagesse. Donc, on a donc la data, elle doit être donc sous forme de fichier, sous forme de répertoire et de répertoire. Donc, au lieu de mettre cette data sur la machine de chaque utilisateur, donc on la met sur un seul serveur. Vous voyez, donc voilà, on peut mettre ici quelque chose de léger parce qu'on n'a pas besoin de mettre de la donnée. Et donc, les utilisateurs, elles peuvent demander des requêtes donc, et le serveur va répondre, on envoyer la demande. Ici, c'est la requête. Donc, requête, response. Response, request and response. Donc, requête. Et donc, ici, la réponse. Donc, la réponse, ça veut dire qu'il a besoin du fichier et lui envoie les fichiers. Donc, même chose ici, même chose ici. Et donc, il se peut qu'on travaille sur le même projet. Donc, c'est un travail collaboratif partagé. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille sur la donnée, donc, il faut mettre à jour à la volée. Et donc, voilà, lorsque celui-là met à jour quelque chose, celui-là, il peut consulter ce qu'il a donné. Ce qu'il a mis à jour le premier utilisateur. Donc, voilà, on peut travailler même si on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même campus, on n'est pas sur la même zone géographique, on peut travailler en collaboratif. Donc, ces systèmes contrôlent de grands ensembles d'informations, donc de données ou d'informations. Vous voyez maintenant qu'il y a, on a utilisé l'information aux données, donc il y a donc interrogeable à distance. Il nous faut un réseau pour envoyer une requête et recevoir la réponse. On a donc besoin d'un temps de réponse court lorsque le serveur doit avoir la capacité à enregistrer, à avoir de l'espace pour mettre de l'information, mais on doit avoir aussi un serveur qui répond rapidement. Un besoin d'un temps de réponse court avec possibilité de mise à jour à la volée. Donc, si quelqu'un met à jour quelque chose, il faut que d'autres utilisateurs peuvent utiliser cette donnée mise à jour. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir comment la base des fichiers est organisée. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le fichier lui-même et non comment il a été sauvegardé sur le serveur. Est-ce que c'est des répertoires? Est-ce que c'est un arborescence? Quoi que ce soit. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la donnée et pas l'organisation de la donnée. Le système d'exploitation, donc, elle réalise donc ce masquage de cette structure. Donc, il n'a pas besoin de savoir comment la donnée elle a été organisée, mais ce qui l'intéresse, c'est la donnée elle-même. Donc, le quatrième type de système, c'est le système transactionnel. Donc, lorsqu'on parle de transactions, donc, il s'agit bien sûr des bases de données. Donc, ces systèmes contrôlent des grandes bases de données modifiables de façon très fréquente et doit garantir. Qu'est-ce qu'il doit garantir? Un temps de réponse très court, parce que lorsque je soumets une requête, il ne fait pas que j'attends une heure. Lorsque vous voyez que lorsque je soumets une requête à Google, j'attends que la réponse soit
doit venir immédiatement. Donc voilà, elle dépend de la qualité de mon réseau, mais elle dépend aussi de le système transactionnel qui va répondre à ma requête. Donc les serveurs web de Google, il y en a plein. Donc il utilise aussi des sites miroirs. C'est parce que Google il est installé au Californie, donc dans la Silicon Valley, mais il utilise aussi des sites miroirs en Europe et ailleurs. Donc, pour ne pas faire beaucoup de requêtes sur le site en Californie, donc elles peuvent on peut consulter d'autres serveurs de Google sur d'autres sites. Donc, un temps de réponse court, la cohérence constante de la base de données. Vous allez parce que par exemple, lorsqu'on gère le stock, à chaque moment, il doit avoir une cohérence. Si la requête est aboutie, les tables de la base de données doivent être cohérentes. Si la requête n'a pas abouti, on doit retrouver les états des tables avant de lancer cette requête. Il y a aussi donc, on doit résoudre le problème de la résolution du conflit. Je veux vous donner un exemple pour comprendre cet état des choses. Donc, imaginez par exemple donc, que je suis un utilisateur 1 et un autre utilisateur 2. Nous sommes deux utilisateurs, deux voyageurs. J'essaie de réserver un billet sur la compagnie CTM. Le trajet est Rachidia, Casablanca. Je cherche, est-ce qu'il y a un ticket à réserver sur donc parce que je peux réserver maintenant un billet sur du CTM via le web. Donc c'est un service web. Donc pour beaucoup de trajets, monsieur le moment, moi je m'intéresse pour le trajet Rachidia Casablanca. Donc donc il y a donc le serveur web, donc le site web de la CTM, donc le serveur web qui va essayer de communiquer avec une base de données. Donc moi, l'utilisateur, donc je consulte le site web de la CTM. Et au même instant, un deuxième utilisateur, moi, Brahim Access, je consulte le site web de la CTM et bien sûr, il m'indique que, bien sûr, donc, il reste un seul siège. Donc, voilà, donc, parce que tu peux même choisir le siège, même puisqu'il ne reste qu'un, donc je ne peux qu'accepter ou refuser l'offre. Mais imaginez qu'au même instant, un deuxième utilisateur consulte lui aussi le site web de la CTM. Et il trouve qu'il voit qu'il y a un seul siège vacant. Elle peut le réserver ou bien elle peut refuser l'offre. Mais imaginez que lorsque je réserve, le deuxième utilisateur, lui aussi, il réserve. Le jour de voyage, je réserve. Donc, si la réservation est effectuée, j'arrive, le bus, il est là. Voilà le bus. Et voilà, moi, Brahim Access, qui vient pour monter le bus, et un autre utilisateur. Donc, je le trouve au même siège. Le siège, il est déjà occupé. Donc, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien pour moi, pour le deuxième utilisateur, pour la compagnie. Parce que donc, nous avons vu qu'il y a le même siège, on les réserve tous les deux. Et bien sûr, donc, on a un conflit d'accès à une ressource. Le bus, c'est une ressource. Et donc, le problème, comment le résoudre? Pour le résoudre, donc, les systèmes d'exploitation,
utilise ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Lorsqu'il y a une ressource partagée, le siège ici, c'est une ressource partagée. Lorsqu'il y a quelqu'un qui manipule une ressource partagée, il ne peut pas donner le droit d'accès à un autre utilisateur jusqu'à ce que le premier utilisateur finisse d'utiliser cette ressource. Si je réserve, lorsque je lance ma requête et je vois qu'il y a il ne faut pas donner à cet utilisateur le droit de réserver. Il peut voir, mais pour passer la réservation, elle doit attendre soit que je finisse ma réservation, soit que je ne la finisse pas, il va procéder. Donc, le système, lorsqu'il y a une ressource partagée, il ne faut pas donner l'accès à deux utilisateurs en même temps pour deux utilisateurs ou bien deux programmes ou bien deux processus. Lorsque je lance moi Brahim Access, donc il y a un processus utilisateur qui va essayer de manipuler ça et donc ça c'est un autre utilisateur. Lorsqu'un processus utilise une ressource partagée, il ne faut pas qu'un autre processus accède à cette ressource jusqu'à ce que le premier processus finisse avec. Et donc, ça, c'est donc ce qu'on va voir dans l'exclusion mutuelle et on va voir les mécanismes d'exclusion mutuelle. La partie du code dans laquelle il y a ceci, on l'appelle la section critique. Donc, lorsque quelqu'un essaie de manipuler une section critique, lorsqu'il entre dans une section critique, elle ne peut pas laisser un autre processus entrer à cette section critique. Il faut attendre que le premier finit d'utiliser cette ressource. Donc, je reviens vers mon cours. Donc, il faut aussi qu'il nous donne la résolution du conflit. Ceci passe par la définition des transactions atomiques. Et une transaction atomique, c'est une transaction qui ne peut pas arrêter non cassable. Atomique, ça veut dire on peut casser les molécules, mais l'atome, on ne peut pas le casser. Donc, atomique, ça veut dire la plus élémentaire. Donc, voilà, soit qu'il aboutit, soit qu'il n'aboutit pas. S'il aboutit, donc, par exemple, pour comprendre ceci, prenons l'exemple. On a un magasin de stock, par exemple, donc on peut faire le magasin, donc on peut faire même les requêtes en ligne, donc par exemple d'Amazon. Donc imagine que nous avons un produit P1, le produit c'est P1. Le client Ali demande une quantité Q1 pour le produit P1. Le stock, maintenant le stock actuel pour la mise à jour du stock, c'est l'ancien stock pour le produit P1 moins la quantité Q1 que Ali a demandé. La livraison pour le client Ali pour le produit P1, c'est l'ancienne livraison plus la quantité Q1. Et pour un autre client qui s'appelle Badr avec un deuxième produit P2 et une quantité de 2, le stock pour le produit 2, donc c'est l'ancien stock pour le produit 2 moins la quantité 2 et la livraison pour le client Badr pour le produit 2, c'est la livraison pour le client plus la somme P2. Et donc la contrainte c'est que quel que soit le produit appartenant au produit, donc, le stock pour le produit plus la somme des livraisons pour les clients pour chaque produit doit vérifier cette constante pour avoir de la cohérence. Ainsi, de l'exemple ci-dessus, chacune des transactions doit conserver le nombre de produits actuellement disponibles. Si un processus de modification échoue, par exemple, on a essayé de modifier le nombre de stocks et la livraison. Après la décrémentation de la variable stock, donc vous voyez qu'on décrémente la variable stock par la quantité Q1 ici et Q2 pour le produit P1 ici pour le produit 2. Donc,
le système doit retrouver l'état initial des tables. Si une transaction n'aboutit pas, elle doit restaurer l'état des tables avant de décrémenter. Donc, on appelle le point de reprise ou bien la restauration. De même, si deux transactions s'exécutent en parallèle, le système doit garantir que la modification concurrente maintiendront. Donc, lorsqu'elles peuvent concurrentes, elles veulent se mettre sur le même produit, maintiendront la cohérence de la base et donc sérialiser les deux. Si les deux transactions se fassent comme on a fait sur les tickets de bus, donc ils se font sur le même produit, donc lorsqu'ils sont concurrentes, maintiendront la cohérence de la base et donc sérialiser les deux transactions. Si ils s'effectuent sur le même produit, afin que la deuxième transaction qui va suivre la première ne soit possible que si elle reste à ce produit. Si, lorsque je réserve le siège, il ne reste pas aucun siège, donc la deuxième ne peut pas s'effectuer. Elle doit s'effectuer si elle reste assez de produits en stock après la première. On a donné donc l'exemple avec la CTM, mais ça peut être dans un magasin d'achat à distance. Donc, si je demande des ordinateurs, et Ali, Badr et Ali demandent des ordinateurs, la commande de Ali, la commande de Badr ne doit pas traiter jusqu'à ce que la demande de Ali soit terminée et si elle reste la quantité que d'ordinateurs pour satisfaire la transaction. Donc, le dernier type, c'est les systèmes généraux. Donc, c'est un système général, c'est un système dans lequel on va trouver donc un système multi-utilisateur, multitâche on peut même trouver le serveur de fichiers, le serveur d'application, le serveur de base de données, etc. Donc, les systèmes généraux sont caractérisés par la capacité à accueillir simultanément de nombreux utilisateurs, effectuant chacun des tâches différentes. Un utilisateur qui fait du calcul scientifique, un autre utilisateur qui fait le transfert de données avec le serveur de fichiers, un qui fait, etc. Donc, des tâches différentes. Par exemple, Linux, donc lorsqu'on a un système centralisé, donc on a plusieurs utilisateurs qui se connectent. Donc, je veux un petit peu parler de ceci. Donc, un système centralisé, donc le système centralisé. On a donc un système puissant donc, qui va un petit peu recevoir plusieurs utilisateurs donc, via bien sûr le réseau. Et donc, chaque utilisateur, donc, il a par exemple seulement un clavier et un moniteur, un clavier pour écrire les données. Et donc, ici, on a tout sur le système centralisé. Donc, donc, la mémoire, les processeurs, donc le système de fichiers, tout, on a aussi ce qu'un clavier et un moniteur. Un clavier pour envoyer les commandes et un moniteur pour voir les résultats. Et donc, donc l'utilisateur 1, il peut faire, par exemple, lancer des calculs ici. Un autre utilisateur, donc, il peut faire autre chose. Donc, ça, c'est un petit peu un système général dans lequel on a plusieurs utilisateurs. Donc, utilisateur 1, utilisateur 2, utilisateur N. Chacun effectue une tâche différente ou une ou plusieurs. Donc, celui-là, il peut lancer plusieurs processus, etc. Et donc, voilà, on a un système multi-utilisateur, multitâche. Chacun effectue, bien sûr, une tâche différente. Utilisateurs effectuant chacun des tâches différentes, elles sont donc multi-utilisateurs et multitâches. Elles doivent disposer des systèmes de fichiers sophistiqués. Donc, et des systèmes d'entrée-sortie variés. Donc, voilà, on a de nombreux logiciels couvrant un grand nombre d'applications, bien sûr, la compilation, etc. Donc, la gestion des bases de données, le calcul scientifique, etc. etc. Donc, l'édition du texte, etc. Donc, voilà, c'est les systèmes généraux.
Donc, la dernière partie de ce cours, elle concerne les structures d'un système d'exploitation. Donc, on va essayer de voir donc, trois structures, trois types de structures. Donc, les systèmes monolithiques ou bien monocouches, les systèmes en couche et les systèmes distribués. Ou bien, on peut dire aussi, c'est la notion de client-serveur. Donc, trois structures. Donc, un système monolithique, c'est un système dans lequel, donc, par exemple, il est constitué de fonctions, de procédures. Donc, chaque procédure, elle peut appeler d'autres procédures. Et donc, et bien sûr, chaque procédure, elle peut se baser sur les procédures du service, donc, qui vont aider les procédures. Et donc, pour accéder au matériel, donc, les procédures du service, elle se base sur les procédures élémentaires, donc utilitaires, qui vont faire le travail sur le matériel. Donc, lorsqu'un programme utilisateur a besoin de faire quoi que ce soit, il va essayer d'évoquer une procédure. C'est du code noyau, c'est un processus, c'est une fonction qui s'exécute en mode noyau, donc il va essayer de faire le travail sur lui. Donc le problème, c'est que donc il se peut que les fonctions font appel à d'autres fonctions, et s'il y a un bug, donc tout le système peut tomber donc peut se bloquer. Donc par exemple, le système DOS, les premières versions de Linux et de X, elles ont cette structure monolithique. Et donc, parfois, donc, je me rappelle, lorsque le système DOS tombe en panne souvent. Donc, le système d'exploitation est un ensemble de procédures. Donc, une procédure, c'est une fonction. Donc, par exemple, vous vous rappelez lorsqu'on a la fonction main, donc dans le langage C, on fait appel à la fonction main, mais on peut construire d'autres fonctions qui vont faire appel à d'autres fonctions. Les fonctions font appel à d'autres fonctions. Donc, c'est un ensemble de fonctions ou bien de procédures. Chaque procédure pouvant appeler autre attention. Donc, la procédure P1 peut appeler une procédure P2, etc. Pour effectuer un appel système, pour répondre à, parce que donc lorsqu'un programme utilisateur a besoin de faire quelque chose sur le matériel, donc il fait un appel système qui va faire appel à les procédures du système d'exploitation, et donc à la fin il doit recevoir par exemple une réponse. S'il a besoin de la donnée, elle peut la donner. S'il a besoin d'écrire, lorsque l'écriture est terminée, il doit avoir la réponse que l'écriture est terminée. Ça, c'est une réponse. Lorsqu'on lui envoie un signal que ça, c'est une information. Donc, il y a une requête, soit en écriture, soit en lecture, soit en impression. Lorsque le travail est terminé, il doit recevoir soit les données, soit un message, soit un signal, soit une interruption pour lui signaler que le travail il a été effectué. Pour effectuer un appel système, on dispose dans un registre les paramètres de l'appel système. Donc, dans le registre du processeur, on met les informations et bien sûr, le transfert va essayer de communiquer. Et on exécute une instruction spéciale appelée appel supervisor qui va essayer de vérifier ce qu'il y a dans le registre. Est-ce que, par exemple, les informations qu'il y a sur le registre, par exemple, si je veux écrire sur le disque, il y a une commande d'écriture. Le mode, c'est le mode écriture write. Elle doit vérifier est-ce que j'ai le droit d'écrire sur le disque. Ça, c'est une vérification. Parce que ce n'est pas tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes droits. Est-ce que la donnée que je veux écrire, est-ce qu'elle est disponible, etc. Donc, lorsque tout est vérifié et il est conforme, dans ce cas, elle répond, donc elle évoque le code du système d'exploitation qui va répondre à cette requête. Son exécution commute la machine en mode utilisateur.
du mode utilisateur au mode noyau. Donc, lorsque tout est vérifié, donc il y a la commutation. Maintenant, le système sait qu'elle doit commuter du système, donc de mode utilisateur et du mode noyau. Donc, elle peut accéder à toutes les procédures du système d'exploitation et transfère le contrôle au système d'exploitation. Le système d'exploitation analyse les paramètres déposés de le registre mentionné plus haut et on déduit la procédure à recevoir. Il sait donc les informations déposées de le registre, elle sait quel est le mode d'accéder au matériel, mais aussi elle sait quelle est la procédure à évoquer, quelle est la procédure parmi les procédures, parce qu'elle sait dans quelle procédure. La procédure à activer pour satisfaire la requête. À la fin de l'exécution de la procédure système, donc cette procédure système donc, qui s'appuie sur les procédures service et les procédures utilitaires, donc le système rend le contrôle au programme utilisateur. Le programme utilisateur qui a appelé, donc qui a fait cet appel système, il est en mode bloqué. Le mode bloqué en attendant la fin de la requête. Lorsque la fin de la requête, il peut reprendre son travail. Généralement, un système d'entrée-sortie organisé en 3 couches, même si on a dit monolithique, ça veut dire monocouche, mais on fait la séparation entre les procédures principales, les procédures du service et les procédures utilitaires. Donc, une procédure principale, dans la couche supérieure qui identifie la procédure du service requise, donc on sait la procédure qui va répondre à la requête, à l'appel système. Les procédures du service, ce sont des procédures, vous les voyez en taille, et c'est plus petite que la taille de donc elles sont plus petites que la grande procédure principale. De la couche inférieure à la couche qui exécute, donc il y a quelque chose donc, qui exécute les appels système, ENT. Et puis les procédures utilitaires, dans la couche basse, donc vous voyez, elles sont leur taille est plus petite, et une procédure utilitaire peut appeler plusieurs, etc. Donc vous voyez, il appelle celle-là, etc. Donc dans la couche de base qui assiste la procédure, les procédures système, une procédure utilitaire peut être appelée par plusieurs procédures système. Donc vous voyez que celle-là, il a été appelée par celle-là et par celle-là. Et donc, de cette façon, donc, on a dit que on fait les appels système pour répondre aux requêtes d'un processus utilisateur qui a besoin d'accéder au matériel. Donc, puis on a les systèmes en couche. On peut généraliser la conception précédente et concevoir un système composé de plusieurs couches spécialisées. Donc, chaque couche doit être spécialisée soit de la gestion des processus, soit de la gestion de la mémoire, soit de la gestion des entrées-sorties, soit la gestion des périphériques, etc. La gestion des entrées-sorties, c'est la gestion des périphériques d'entrées-sorties, puis pour la gestion des utilisateurs eux-mêmes. On peut généraliser ce concept, donc composé de couches spécialisées chacune. Chaque couche ne pouvant être appelée que par les procédures qui lui sont immédiatement inférieures. Donc, les procédures de la couche 4 peuvent être appelées par les processus de la couche 3, les processus système, etc. Le problème, donc, on va voir tout d'abord les couches et on va parler du problème de cette structure. Donc, la couche 0, allocation de processus par commutation de temps donc, entre les processus, par temps partagé, soit à la suite d'expiration de délai lorsque le quantum est décollé, soit à la suite d'interruption multiprogrammation à base de processus, donc soit à une interruption matérielle. Donc la commutation, ça peut être par, donc la commutation, ça peut suite à lorsque le quantum est expiré, soit parce qu'il y a une interruption matérielle qui
qui demande l'acquisition de processeurs. Donc, la couche 1, donc, elle concerne la gestion de la mémoire, l'allocation de l'espace mémoire pour les processus avec la pagination, avec la mémoire virtuelle. Donc, les processus, donc, elles ont l'illusion que la mémoire est infinie, alors qu'elles utilisent seulement le disque dur, la mémoire d'échange. La couche 2, communication entre les processus et les terminaux. Et donc, elle concerne la communication entre les processus et bien sûr et les différents terminaux. Donc, on a dit que, par exemple, avec Unix et Linux, les systèmes centralisés, ils utilisent cette structure en couche. Donc, le système centralisé, parce qu'on a les terminaux, on a les claviers, chaque utilisateur, donc il a un clavier et un moniteur, donc on les appelle les terminaux, donc, etc. Donc, la couche 3, elle concerne la gestion des ressources, la gestion des entrées-sorties, la gestion des périphériques d'entrée-sortie, échange d'informations avec la mémoire tampon, donc il y aura une mémoire partagée pour échanger la mémoire, c'est-à-dire avec les périphériques abstraits dégagés des spécifiques matériels. Donc, on peut utiliser par exemple ce qu'on appelle les fichiers spéciaux ou bien les périphériques abstraits indépendamment de quel est le type de périphérique réellement. La couche 4, donc, elle gère les programmes utilisateurs, donc les applications des utilisateurs. Donc, chaque fois qu'il y a une requête donc, de processus 4, donc, s'il a besoin, par exemple, d'accéder à la mémoire, donc, elle doit passer par la gestion des entrées-sorties et elle doit passer par la communication entre les processus pour accéder à la couche 1, donc pour accéder à la mémoire. Donc, vous voyez que même si un processus n'a pas besoin des processus système qui concernent la couche 3 et 2, il a besoin des processus système de la couche 1, il a besoin de traverser les couches. Donc, ça, c'est un problème. Si un processus a besoin de processus, il doit passer par les couches. Et ça, elle ralentit le système. Elle peut même amener à des interblocages. Alors que dans le système monolithique, donc, on sait la procédure à évoquer à partir donc des informations déposées de le registre, donc alors que ici, donc, chaque requête, elle doit traverser donc, les couches pour arriver, par exemple, si un programme utilisateur a besoin seulement de la couche 3, c'est très bien. Donc, il a seulement besoin de la couche juste inférieure. Mais s'il a besoin de la couche 2, elle doit communiquer tout d'abord avec parce que donc, chaque couche, donc, composée de plusieurs couches, chaque couche ne pouvant être appelée que par les procédures qui lui sont immédiatement inférieures. Donc, elle doit être appelée par ça et donc pour accéder à ça. D'accord? Vous voyez le problème. Donc, pour les systèmes, les machines virtuelles ou bien l'architecture client-serveur, c'est la dernière, donc c'est la troisième. On a dit que monolithique et en couche et la client-serveur ou bien les systèmes distribués. Cette tendance s'est accentuée dans les systèmes contemporains. C'est ce qu'il y a maintenant sur les machines actuelles. En tant que Donc, en tendant à réduire le système d'exploitation à un noyau minimal, on va voir qu'il va être réduit jusqu'à un micro-noyau. Donc, parce qu'il se peut qu'il soit sur la même machine ou bien sur une vraie machine client-serveur. Donc, je peux avoir les systèmes distribués sur une machine centrale, donc pour le système central. Donc, on a dit qu'il y a beaucoup de processus, mais il y a aussi plus de processus clients, des clients et des serveurs. Serveurs qui vont être un petit peu sollicités par les terminaux. Clients et des serveurs.
Donc, plusieurs clients, plusieurs serveurs. Donc, les applications, ce sont les processus clients. Et donc, les processus serveurs, c'est un petit peu donc ceux qui vont être un petit peu répondre aux requêtes des clients. Et donc, on peut aussi avoir un serveur, un serveur et plusieurs clients C2, et C3, etc. Donc, dans ceci, on aura des serveurs, des processus serveurs ici, rien que les processus serveurs, et ici, on n'aura que des processus clients. Donc, ici, on a le système d'exploitation, c'est un mini noyau qui va essayer de rediriger via le bus les requêtes donc des clients vers les serveurs. Et ici, on aura un micro noyau qui va essayer de faire faire la communication entre les clients, les processus clients. Donc ici, on a les processus clients. Et donc, et les processus, donc serveur. Donc, le micro noyau, et donc il va essayer de faire la communication ici. Donc, et donc le système de choses va être réduit au minimum donc, pour faire la communication. Je retourne donc vers mon cours. Donc, cette tendance s'est accentuée dans les systèmes contemporains en tendant à réduire le système à un noyau minimal, un mini-noyau. Une des formes les plus accentuées à cette évolution est l'architecture client-serveur. Donc, le modèle client-serveur se prête extrêmement bien au système distribué. Chaque machine du système exécute un exemplaire de micro-noyau qui redirige les requêtes vers les serveurs. La plupart des fonctionnalités d'un système sont reportées dans les processus utilisateurs. Pour demander un service comme la lecture d'un bloc de fichiers, donc ça veut dire solliciter un serveur de données, le processus utilisateur ou bien le processus client utilisateur, donc au processus client, envoie une requête à un processus serveur qui effectue le travail et envoie une réponse. Donc, elle va envoyer l'information, les données, le fichier à ce client, à ce processus client. Le noyau ne gère que la communication entre les clients et les serveurs. Cependant, le noyau est souvent obligé de gérer certains processus serveurs critiques comme les pilotes du périphérique qui adressent directement le matériel. La décomposition du système en modules très spécialisés le rend facile à modifier. Donc, on peut modifier une partie sans un petit peu faire atteinte aux autres. Les serveurs s'exécutent comme des processus en mode utilisateur et non pas en mode noyau. Comme ils n'accèdent donc pas directement au matériel, une erreur n'affecte que le serveur qui a ce problème. Il ne veut pas affecter l'ensemble de la machine. En outre, ce modèle est bien adapté au système distribué. Un client n'a pas besoin de savoir si le système fait exécuter donc sa requête à un serveur de sa propre machine ou celui d'une autre machine. Donc, pourquoi ceci? Parce qu'on peut avoir sur la même machine des processus clients, des processus noyaux. Donc, il se peut que des processus clients, des processus serveurs. Donc, lorsqu'un processus lance une requête, il ne sait pas si la requête va être traitée sur sa propre machine ou bien elle va être redirigée vers une autre machine, donc pour répondre, pour avoir la réponse sur une autre machine. Donc, parce que le processus serveur, il est sur une autre, par exemple, le serveur du fichier, il est sur une autre machine. Donc, il y a le réseau qui va essayer de faire la communication. Donc, le micro noyau essaye de rediriger les requêtes. Donc, voilà, c'est ainsi, je crois, c'est ainsi que se termine le premier chapitre. Donc, il concerne
beaucoup de terminologie sur le système d'exploitation. J'espère maintenant que vous êtes le bain. On peut attaquer dans la séance de lundi, Inch'Allah, la gestion des processus. Donc, la gestion des processus, c'est là que vous devez maintenant travailler et être un petit peu curieux de découvrir le reste. Donc, si vous voulez, donc, le lundi après-midi, nous avons commencé la première série. Donc, on va essayer de poursuivre la première série. Nous avons fait le premier exercice. Donc, j'ai oublié d'enregistrer la vidéo, mais maintenant, aujourd'hui, il s'enregistre et donc on aura la vidéo et donc je veux la partager. Donc, on va aller vers le deuxième chapitre. Pas pour le deuxième chapitre, pour le deuxième exercice. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Très bien. Donc, nous avons vu le premier exercice. Maintenant, on va essayer d'attaquer le deuxième exercice. Donc, lesquels on a ici A, B, C, D, E. On a 5 instructions. 5 instructions. On va vous demander, est-ce que vous voyez qu'on peut exécuter les instructions en mode utilisateur ou bien en mode noyau? Lesquelles des instructions suivantes ne devraient pas être autorisées comme mode noyau? A. Masquer toutes les interruptions. B. Lire l'horloge donnant la date. C. Écrire l'horloge donnant la date. D. Changer la partition de la mémoire. E. Changer les droits d'accès au service d'entrée-sortie. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, changer la partition de la mémoire. Oui. Pour la partition de la mémoire, changer la partition de la mémoire. Est-ce que on peut donner à un programme utilisateur, donc est-ce qu'un programme utilisateur peut changer la partition mémoire? Est-ce que cette instruction doit être donnée à s'exécuter en mode utilisateur? Ça veut dire que est-ce qu'un programme utilisateur peut changer la partition de la mémoire? Oui? Non, monsieur. Non, monsieur. Pourquoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, pourquoi? Pourquoi on ne devrait pas autoriser un programme utilisateur de changer la partition mémoire? La sécurité. Pour la sécurité, très bien. Donc, En raison de la sécurité. pour les réseaux de la sécurité, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Oui? La gestion, monsieur. Donc, pour la gestion, imaginez qu'un programme utilisateur, on lui donne le droit de changer la partition. Donc, elle peut changer sa partition. Elle peut donc accéder à la mémoire. Elle peut accéder à la mémoire dans laquelle est logé le système d'exploitation.
Elle peut changer le système d'exploitation. Elle peut faire des dégâts néfastes. Elle peut être curieux de savoir donc qu'est-ce que les autres utilisateurs utilisent comme données. Donc, pour des raisons de sécurité, changer la partition de la mémoire ne devrait pas être autorisé comme mode noyau. D'accord? Revenez à A, masquer toutes les interruptions. Est-ce qu'on peut donner à un programme utilisateur le droit de masquer toutes les interruptions? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire masquer toutes les interruptions? Non. 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 Donc, nous avons dit que la communication entre les périphériques et le système et le processeur, donc, elle se fait par des interruptions matérielles. Le disque, il envoie des signaux, donc une interruption. Donc, le clavier, il envoie une interruption, l'écran, l'imprimante, la carte réseau, donc toutes les périphériques, il envoie des signaux au système pour signaler que quelque chose est réalisé. Par exemple, la fin d'une écriture-lecture est terminée, par exemple. D'accord? Donc, la communication se fait par ces signaux. L'horloge, lui aussi, elle envoie des signaux au système pour indiquer, par exemple, que la cadence, le quantum est terminé, etc. Lorsque le système fixe le quantum, chaque fois qu'il y a le quantum, l'horloge doit envoyer un signal au système. D'accord? À l'ordonnanceur. Si on donne à un programme utilisateur le droit de masquer toutes les interruptions. Donc, vous connaissez ce que ça veut dire les interruptions. Masquer toutes les interruptions, ça veut dire les inhiber, les mettre inutiles. Inhiber, c'est mettre sans effet. Lorsqu'un périphérique envoie un signal, un message au système, le message n'arrive pas parce qu'il est masqué. Si on donne à un utilisateur le droit de masquer toutes les interruptions, on va voir ça, c'est une politique de l'exclusion mutuelle. Mais c'est dangereux. Si on donne à un utilisateur le droit de masquer toutes les interruptions, il va accaparer le processeur à lui seul. Je vais vous expliquer. Imaginez que nous avons un système dans un système, ça c'est la RAM, ça c'est le système d'exploitation, son code, ce sont les processus système qui s'exécutent en mode privilégié. On a par exemple ici les processus P1, processus P2, etc. jusqu'à Pn. On a n processus. Donc, on a la RAM, on a le microprocesseur, donc c'est l'unité arithmétique et logique qui exécute les instructions arithmétiques et logiques. Ça peut être du code ordinaire, ça peut être du code du système d'exploitation. Donc, nous avons ici n processus. Il y a la concurrence. Elles sont en multiprogrammation et elles sont en temps partagé. Temps partagé, qui dit temps partagé, ça veut dire que nous avons fixé un quantum de temps, par exemple 100 millisecondes. On partage le temps en 1000 millisecondes, mais ce n'est pas grave, donc ça c'est un chiffre. On partage le temps processeur vers des quantums.
Ça, c'est le premier quantum. On exécute ici le processus P1. Après le quantum, l'horloge doit intervenir pour dire à l'ordonnanceur qu'il faut arrêter le processus P1 et lancer dans ce quantum le processus P2. P2. Etc., etc., etc. Après, on aura ici le quantum, le processus N, et on revient après au processus P1, s'il n'est pas terminé. Processus 1, un quantum. Ici, on suppose que les programmes ne se bloquent pas parce que si le processus se bloque, on ne va pas atteindre la fin du quantum. On va commettre là où il y a le blocage. C'est ça l'objectif de la multiprogrammation que nous avons expliqué lors de la première TD. Si un programme, le processus P1, il a le droit du quantum. Voilà pour le quantum, mais il se peut qu'il exécute les instructions ordinaires. À un certain moment, il a besoin des entrées-sorties. S'il a besoin des entrées-sorties, il doit être de l'état bloqué. S'il est de l'état bloqué, la multiprogrammation, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'il ne faut pas attendre la fin des entrées-sorties. Il faut donc commettre vers le suivant. Le suivant, donc, voilà. Et le processus, il a droit au quantum, mais lorsqu'elle se bloque, on doit allouer le processus à P2. D'accord? Donc, dans cette configuration, je suppose que les processus ne se bloquent pas. Pour vous expliquer qu'est-ce qui arrive lorsqu'elle se bloque, voilà ce qui arrive. Le processus, il a droit au quantum d'ici vers ici, mais au bout d'un petit Q, donc, supposons que c'est l'instant T0, ça c'est l'instant T. Donc, à l'instant T, elle a besoin des entrées-sorties. On sait que lorsqu'elle a besoin des entrées-sorties, elle doit passer à l'état prêt, à l'état bloqué. Lorsqu'il est dans l'état bloqué, la multiprogrammation nous indique qu'il ne faut pas attendre la fin des entrées-sorties. Parce qu'on a la DMA qui va gérer les entrées-sorties. Le processeur, c'est une ressource. C'est une ressource chère, il faut la faire travailler. Donc, pour la faire travailler, on doit élire à partir de T, pas après le quantum Q. Non, c'est à partir de T, on doit élire le processus qui va être élu par l'ordonnanceur. Donc, je reviens pour ceci, donc effacer médecin, effacer. Donc, ce n'est pas, je ne veux pas effacer tout. Donc, ceci pour un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Donc, on a ici le microprocesseur. Donc, imaginez que P1 elle est élue. Elle doit être élue pendant le quantum. Après le quantum, elle doit être suspendue. Si elle veut continuer, elle doit passer à l'état prêt. On doit sauvegarder son processus control block, son état dans son processus control block pour reprendre là où on s'est arrêté. Et on doit élire P2. À la fin du quantum, on doit élire P3, à la fin, etc. Mais imaginez qu'on donne au processus P1 le droit de masquer toutes les interruptions. Masquer toutes les interruptions, ça veut dire que l'information qui va être envoyée par l'horloge, on a ici parce que l'horloge, elle manage, elle gère la vitesse de celui-là, etc., et le top, etc. Lorsque l'horloge envoie un signal à l'ordonnanceur qui est une partie du système d'excitation qui gère les processus pour lui indiquer que le quantum est écoulé, elle ne va pas être aboutie parce que le processus P1, elle masque toutes les interruptions. Le signal envoyé par l'horloge à l'ordonnanceur, elle ne va pas aboutir. Donc, vous voyez que P1
peut accaparer à lui seul le processeur, peut continuer au-delà du quantum. Donc, si on a dit que on va partager le temps processeur en quantum, ça c'est un quantum, ça c'est un autre quantum, donc le processus P1, il va suivre son exécution au-delà, donc ça c'est le processus P1, au-delà du quantum. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné le droit de masquer toutes les interruptions. Tous les signaux qui vont être envoyés par le matériel ne vont pas aboutir. Et donc, le processus P1 va accaparer à lui seul le processeur. Donc, il y a, et c'est un danger. Donc, le masquage des interruptions ne devrait pas être autorisé à un processus utilisateur. Elle peut être accordée, elle peut être autorisée en mode noyau. Lorsque le système d'exploitation fait quelque chose, elle peut être donc que le système ne veut pas être dérangé parce qu'il fait par exemple sa mise à jour, la correction des erreurs, enregistrer le fichier log, etc. Lorsqu'il fait tout ceci, il se peut que le système ne veut pas être dérangé par n'importe quelle interruption et donc elle peut autoriser le masquage des interruptions. Donc, le masquage des interruptions peut être autorisé donc, dans autorisé seulement en mode noyau. Elle ne devrait pas être autorisée en mode utilisateur parce que si un processus utilisateur a le droit de masquer toutes les interruptions, elle va accaparer à lui seul le processeur, donc, parce que le signal qui va être envoyé par l'horloge ne veut pas aboutir. Donc, vous voyez que c'est un danger si on autorise au processus utilisateur donc le droit de masquer toutes les interruptions. D'accord. On va passer maintenant à la question B. Donc, pour l'exercice 1, on écrivait maintenant, donc vous aurez la vidéo, donc vous pouvez la visionner autant de fois donc, que vous voulez. Lire l'horloge donnant la date. Est-ce qu'on peut lire l'horloge donnant la date? Est-ce qu'on peut dire à un utilisateur donc, de lire l'horloge donnant la date? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui, monsieur. Il n'y a Mode pas de utilisateur. Il n'y a pas de danger. Oui? D'autres réponses? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de danger. Oui, parce qu'il y a deux horloges. L'horloge que nous avons dit qu'elle est dans le microprose qui manage et qui un petit peu contrôle les bips donc de processeur, donc qui bien sûr va essayer de nous donner le quantum pour savoir combien de temps processeur on utilise. Et donc il y a notre horloge qui donne la date, donc on peut la changer, on le change sur nos machines, on lit la date, on peut la changer, donc on peut changer la date. D'accord? Donc on peut écrire et lire l'horloge de la date, donc ça ce n'est pas un problème. Donc changer les droits d'accès au service d'entrée-sortie. Est-ce qu'il peut être autorisé en mode noyau ou bien en mode utilisateur? Mode noyau, monsieur. Non, généralement, on l'accorde au super utilisateur. Donc, il y a toujours un admin ou bien un super utilisateur qui accorde les services d'entrée-sortie, à quelle ressource d'entrée-sortie un utilisateur peut accéder. Donc, lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'il y a les processus auxquels on doit donner les accès à des services, les accès à des fichiers, le droit d'accès, etc. Donc, c'est le super utilisateur. On l'accorde
au mode utilisateur, parce que même le super utilisateur, il s'exécute en mode utilisateur. D'accord? Donc, après, donc ça c'est un petit peu la réponse à l'exercice numéro 2. Et donc, on passe à l'exercice numéro 3. Pourquoi, ça on l'avait dit, le cours, pourquoi le partage de temps, on a parlé de la multiprogrammation, on n'a pas parlé de partager le temps. Partager le temps, comme je viens de le dire, c'est partager le temps processeur. On a un processeur, donc on va partager le temps d'une façon équitable. Quantum, 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 et on retourne, on retourne. Pourquoi le partage n'était pas répandu sur les ordinateurs de la deuxième génération? Ça veut dire les systèmes de traitement parlant. On a dit que le traitement parlant, c'est qu'on exécute le premier processus, que c'est terminé, on passe au deuxième d'une façon séquentielle. Alors que le temps partagé, le temps processeur, il est partagé d'une façon équitable. Quantum, 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 puis je retourne. Quantum, quantum, puis je retourne. Pourquoi donc le partage de temps n'est-il pas implémenté sur les ordinateurs donc, de la deuxième génération qui utilisent le traitement parlant? À votre avis, on a vu le cours lorsqu'on parlait de l'historique des systèmes d'exploitation et donc des ordinateurs de la deuxième génération. Pourquoi? À votre avis? Allez-y, allez-y. Oui, il y a des machines qui ne disposent pas des moyens Pour pour, faire pour protéger. Donc, les ordinateurs de la deuxième génération ne disposaient pas de matériel suffisant pour protéger le système d'exploitation et ses utilisateurs des programmes utilisateurs malveillants. C'est le problème. S'il y a quelqu'un qui veut faire des dégâts sur le système ou bien faire des dégâts sur les applications des utilisateurs, donc les programmes de la deuxième génération, donc les ordinateurs de la deuxième génération n'avaient pas le matériel suffisant pour la protection, pour protéger le système lui-même et pour protéger les applications des utilisateurs contre qui? Contre les programmes des utilisateurs malveillants, les hackers, ceux qui sont curieux, qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, c'est pour la protection des utilisateurs. D'accord? Et on arrive au dernier exercice. Quelle est la différence majeure? Donc, la différence majeure entre un déroutement et une interruption matérielle, bien sûr. Quelle est la différence majeure entre un déroutement et une interruption majeure? Oui. On a par exemple un programme, le code de programme. Je vais essayer le programme, il a l'instruction E1, par exemple, c'est une variable, une deuxième instruction, c'est une addition, une troisième, une quatrième instruction, et C, il fait un appel système. Appel système. Ça veut dire qu'il a besoin d'accéder, par exemple, au disque dur. Appel système pour accéder au disque dur. Le I5, I6 jusqu'à IN. Donc ça, c'est... Oui, une interruption peut changer indirectement. Oui, parce que si on a un déroutement, donc on
on exécute, par exemple, pour faire un déroutement, on essaie d'exécuter le code du système d'exploitation, mais on exécute le code du système le code du système d'exploitation. On peut aussi avoir une interruption, on parle d'une interruption matérielle. On parle d'une interruption matérielle, d'accord? Donc, voilà. Et imaginons que le processus PA, il est élu. Il est élu. L'état élu, qui dit l'état élu, ça veut dire qu'elle s'exécute. Donc, on lui donne le processeur, il va essayer de commencer par exemple par le début. Il exécute l'instruction E1, l'instruction E2, l'instruction E3. On a dit que le compteur ordinal, il pointe toujours sur la prochaine instruction à exécuter. Lorsqu'il est élu, il exécute, le compteur ordinal, il contient l'adresse de cette instruction, l'adresse sur la RAM. Donc, il contient, parce que le processus il est sur la RAM. Donc, supposons qu'il y aura les adresses sur lesquelles il est chargé le processus P1. Donc, il est sur cette zone. Donc, il va essayer le compteur ordinal contient l'adresse sur la RAM de l'instruction, etc. Lorsqu'il exécute la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Dans la quatrième, il y a un déroutement, il y a un appel système. Un appel système, par exemple, accéder au disque parce qu'il a besoin d'accéder de lire ou bien d'écrire des données. Et donc, si j'exécute le programme une seule fois, le déroutement va être à cette place, à l'instruction E4. Si je l'exécute une fois, toujours, elle va s'effectuer à cette adresse, à l'instruction E4. Donc, ça, c'est un petit peu. Donc, le déroutement, elle s'effectue toujours à la même instruction, à la même place. Elle est synchronisée. Par contre, une interruption, il est asynchrone. Pourquoi il est asynchrone? Parce que une interruption, c'est un signal envoyé par le matériel pour indiquer que quelque chose est arrivé. Parce que, par exemple, le fichier d'impression, il est terminé. J'exécute, par exemple, mon fichier. À un certain moment, il y a une interruption qui arrive ici, ou bien ici, pour indiquer que le travail d'impression il est terminé. Il arrive ici. Mais si j'exécute ce processus une deuxième fois, il se peut que cette interruption n'arrive pas. Il se peut qu'elle arrive à un deuxième emploi. Il se peut qu'il n'arrive même pas. Donc, c'est un événement asynchrone. Donc, la différence entre l'appel système ou le déroutement et l'interruption matérielle, c'est que celle-là, elle est synchrone. Elle se réalise toujours à la même instruction. Alors que celle-là, il se peut qu'elle arrive ici, qu'il n'arrive même pas. Elle se peut qu'il n'arrive même pas. Donc, si vous voulez écrire, je peux vous dicter quelque chose. Le programme utilisateur c'est créer un déroutement avec lequel elle est synchronisée. Synchronisée, ça veut dire toujours à la même place. Si l'on exécute de nouveau le programme, une deuxième fois, une troisième fois, une millième fois, le déroutement se produit toujours à la même position dans le flux des instructions. Toujours à la même instruction, à la même position. Le déroutement se produit toujours à la même position dans le flux des instructions. Point. L'interruption matérielle
l'interruption matérielle est quand à elle, بالنسبة لها, quand à elle, provoquée par un événement externe, elle est provoquée par un événement externe. C'est un message envoyé par le matériel au système. Et sa synchronisation n'est pas reproductible. Si j'exécute le programme une deuxième fois, il se peut que cette interruption n'arrive. Il se peut qu'elle arrive, mais à un autre endroit, il se peut qu'elle n'arrive même pas. Donc, sa synchronisation n'est pas reproductible. Donc, de cette façon, nous avons répondu à les questions de la première question. C'est un petit peu pour vous mettre dans le bain de ce module. Donc, je vous remercie tous. Donc, je veux essayer d'arrêter donc le partage. Je veux essayer d'arrêter l'enregistrement.